Bonjour YouTube, rebonjour le chat Twitch, bienvenue pour ce premier épisode de JDR, lore de lore Warhammer Battle Fantasy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de contenu lore et cette série de vidéos est là pour vous accompagner dans les premiers pas, si jamais vous ne connaissez pas le monde de Warhammer, mais d'un point de vue loristique roleplay, c'est-à-dire que là on va expliquer beaucoup de choses, j'espère que ça vous plaira, sur le fondement du jeu, hein, c'est-à-dire le jeu de rôle, encore une fois Warhammer Battle et Warhammer World en origine c'est le jeu de rôle, et ces soirées sont là pour à la fois vous présenter comme si vous deveniez joueur de jeu de rôle, toutes les petites facettes qu'on peut trouver dans les immensités de livres que nous avons depuis la V1, la V2, la V3 et la V4 du jeu de rôle de Warhammer Fantasy Battle. Donc le chat est avec nous bien sûr aujourd'hui et on va commencer cette série exactement comme si vous ouvriez le livre et vous découvriez cet univers avec les petits aspects qu'on peut y trouver. Les présentations que nous avons à l'intérieur du livre, mais encore une fois des présentations roleplay, c'est-à-dire que vous allez avoir des points de vue très sciés. Voilà, vous allez avoir des points de vue, mais vraiment points de vue. Voilà, donc je suis désolé d'avance pour certaines factions qui vont prendre pour leur grade, hein, vraiment, mais il y aura un peu de racisme facile, mais encore une fois, c'est dans le jeu, je le précise d'avance. J'ai mis des sous-titres en anglais parce que certains me font la demande maintenant d'avoir un peu de sous-titrage en anglais, puis ça peut nous donner un petit peu de public outre Métropole, et ben ça fera plaisir. On est donc en direct sur Twitch, c'est tous les jeudis soirs pour ceux qui nous découvrent sur YouTube et qui veulent nous rejoindre sur la chaîne Warhammer. Est-ce que c'est possible de faire une partie où tu joues des hommes lézards? Pareil, NatSync. Si vous avez des questions sur le jeu de rôle en lui-même en termes de fonctionnement, ces soirées sont aussi là pour le faire. Pour ceux qui suivent cette chaîne YouTube depuis un petit moment, ces soirées sont aussi là pour retester un peu si le mode JDR vous plaît sur le contenu de la chaîne. Et comme ça, si jamais ça vous plaît, ben on refera du jeu de rôle avec un peu plus de moyens qu'avant. Donc, est-ce que tu peux jouer des hommes lézards? Pas vraiment. Tu peux en jouer en tant que PJ si tu es donc en PNJ, en personnage non jouable, si tu es le maître du jeu. Et sinon, malheureusement, ça reste seulement des extensions. Mais comme je viens de le dire en intro du stream, le jeu de rôle, c'est fait pour vous inspirer. C'est un carcan avec des règles. Si jamais vous avez de quoi vous développer, eh ben, faites-vous plaisir. Vous pouvez en effet créer vos propres personnages, des guerriers du chaos, des hommes lézards ou autres. Il y a un manuel Lustri, en effet, il y a plusieurs livres même qui se passent en Lustri avec énormément, hein, bien sûr, de contenu dessus. Bien. C'est un jeu de création, tout est possible exactement comme Warhammer. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans cette aventure, eh bien, laissez-moi vous présenter l'Empire. Énormément d'abord centralisé sur l'Empire, le territoire le plus cosmopolite du monde de Warhammer. Les jeux de rôle que nous allons parler se passent tous à l'époque contemporaine de Karl Franz, hein, depuis la V1. Warhammer Fantasy Battle, c'est toujours basé là-dessus. Et on donc commence par les froufrous et tout ce qui se passe dans l'Empire. Si jamais vous ouvrez un des bouquins, vous allez avoir tout de suite la présentation que l'Empire veut de lui-même. Je m'explique. L'Empire, le Saint-Empire de Karl Franz Ier, comme il se fait appeler dans les jeux de rôle, est vraiment le symbole total de la puissance qu'il peut avoir dans le centre du vieux monde. L'Empire est tout puissant, il est glorieux, hein, littéralement. On va d'abord représenter par des beaux chevaliers. Si jamais vous ouvrez ces livres et vous les lisez, le narrateur va vous donner un point de vue magnifique. Voilà, sur l'Empire. Puissant militairement, il est très ancien, glorieux littéralement dans son histoire. Rien ne peut entacher son histoire et sa puissance, à l'époque surtout de Karl Franz. Le chevalier impériaux, c'est carrément de la Resgarde là, hein. Là c'est carrément... Les chevaliers de la Resgarde, c'est même marqué. Et justement, on comprend qu'il est central, il est autant central géographiquement que militairement, dans son impact. Bordé par des montagnes à l'est et au sud, bordé par la mer des Griffes, partie de son flanc nord, le Saint-Empire de Karl Franz est
l'emblème de la civilisation du monde. Ce qui est d'ailleurs à l'opposé, si j'oserais dire, comme nous l'écrit le bouquin, de leurs voisins directs qui sont les Marienburger. Les Marienburger, donc les habitants de Marienbourg, la région que vous voyez ici à la carte qui est toute floutée, qui anciennement appartenait à l'Empire. Ça, vous ne le savez pas quand vous découvrez, parce qu'encore une fois, je vous le présente en termes de RP. Et tout simplement, ces voisins des Westlands, ces maudits pirates, presque comme ils sont présentés, ces commerçants et ces arnaqueurs, ne méritent pas, hein, bien sûr, d'être mêlés en termes d'image à l'Empire, lui. Et cette présentation-là, première présentation, c'est littéralement quasiment les premiers paragraphes que vous pouvez trouver dans n'importe quel livre de jeu de rôle vous présentant l'Empire. Vous le lisez, vous faites « Waouh ! Ah ouais, d'accord. L'Empire, en fait, c'est top tier. C'est incroyablement puissant. » Et en fait, vous comprenez très rapidement, quand soit vous passez à la page d'après, soit vous lisez le paragraphe à côté, que ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui est crié dans l'Empire. C'est les crieurs de rue. C'est tout simplement un petit peu, vous savez, si jamais un journal, vous le lirez, c'est un journal. Voilà. C'est ce qui vous permet de comprendre que la propagande est extrêmement présente dans l'Empire. Elle est très présente. L'impérial moyen se dit ça tous les jours. Autant le paysan que l'impérial moyen. Et justement, très souvent, le paragraphe d'à côté, c'est le point de vue du gars qui est un peu baroudé. Voire peut-être d'un agitateur. Jamais. Et justement, les secondes présentations vous ramènent un peu à la réalité du monde de Warhammer. Véritablement. L'Empire est en fait assailli de toutes parts. Autant de l'extérieur par des voisins belliqueux, des peaux vertes, mais aussi comme de l'intérieur par les hommes bêtes, ou pire, les mutants. Les côtes, certes, sont une barrière naturelle, les montagnes également, mais sans ça, l'Empire aurait déjà été entièrement ravagé. De plus, on rappelle très légèrement que l'Empire n'a jamais été aussi glorieux qu'à l'époque de Karl Franz, parce qu'avant, il était plutôt en guerre civile. Je reconnais bien là, Félix. À chaque fois, je vous le précise, hein, que le narrateur des deux côtés, on ne sait pas qui c'est. Donc, on comprend qu'il y en a un qui bosse littéralement pour l'administration impériale, et que l'autre, c'est un peu en effet quelqu'un à la mode Félix Jäger, hein, un peu le gars qui a baroudé et qui sait un petit peu comment se passe le monde réel, entre guillemets. Je reconnais bien. C'est un agitateur, ce Jean-Pascal, exactement. Donc, on vous raconte même que l'Empire, dans sa glorieuse résistance et puissance, le second narrateur vous explique que, ouais, mais en fait, l'Empire, il survit parce qu'il a des cités très puissantes défendues avec beaucoup d'hommes, mais il a aussi, pour chaque cité défendue, une cité qui disparaît ou un village qui disparaît en une nuit sans laisser de traces et sans même que l'alerte ne soit donnée. Bref, vous sentez que, très rapidement, parce que t'es la nation la plus forte ou qui se dit la plus forte, que t'es la plus résistante et la plus puissante, véritablement. Si jamais vous continuez un petit peu de lire ces descriptifs, l'Empire, encore une fois, parce qu'encore une fois ça se construit énormément sur l'Empire, l'Empire est constitué de plusieurs choses, bien sûr. Il est constitué par des constructions incroyables, des villes surprenantes et des cités majeures millénaires, bien sûr. L'Empire est connu pour son commerce, l'Empire est connu pour sa modernité, et ça c'est très précisé. Et ceci, tout ceci, hein, vient pas, comme il est décrit dans le roman, enfin dans le texte, il ne vient pas du peuple décadent elfique de l'Ouest, écrit comme ça par, voilà, par un chroniqueur impérial, voilà, je le dis tout de suite. Ce n'est pas venu des barbares kislévites. Mais dis donc, calmez monsieur quand même. La technologie avancée de l'Empire et la construction durable qu'il a fait, où il est arrivé, et surtout grâce à son alliance privilégiée avec le peuple des Nûmes.
On comprend donc quasiment dès la deuxième page ou le deuxième paragraphe que l'Empire et les nains, dans le monde de Warhammer, c'est deux peuples liés, c'est deux peuples alliés. Les quoi de l'Ouest? Oui, je vous l'ai dit, ça va être raciste ce soir. Hein. C'est assez énervé. Voilà, je vous le dis d'avance, hein, moi j'ai beaucoup ri à des moments. J'ai vraiment beaucoup ri. Et là, encore une fois, c'est pour mettre en avant la puissance. Le commerce incroyable qui s'en développe, le fait que en plus l'Empire est très ouvert, hein, bien plus que toutes les autres vieilles races du monde. L'Empire accepte les nains, accepte les elfes, accepte les halflins, les ogres. Ils acceptent même les autres peuples barbares humains qui veulent rejoindre la glorieuse ambiance et la glorieuse émanescence de l'Empire de Sigmar, de Karl Franz. Bref, encore une fois, c'est enjolivé, etc. etc. Ils vont pas encore se sentir pissés. Pas raciste, mais réaliste, je pense. Voilà, tout de suite. On va switch off le vortex. C'est ça, le mec, il le déconnecte. Allez, tiens, chais. Et en fait, lorsque ça vous décrit les villes, etc., vous comprenez aussi que l'Empire, en fait, a été dépendant pendant un temps, justement, de cette alliance avec les nains. Et si on passe justement à l'autre narrateur, il accepte. C'est en fait comme si le second narrateur lisait le premier narrateur dans les livres de jeux de rôle. Et justement, il réagit un peu en direct aux phrases propagande, entre guillemets. Et ça, il en est d'accord, il ne peut le nier. Les villes impériales sont des amalgames complets de vie. Ce sont des points de lumière dans une ombre de danger. Ça, c'est sûr et certain. Les villes impériales, non seulement sont en expansion, vraiment, c'est-à-dire qu'elles développent, pas en termes de taille véritablement, mais surtout en termes d'influence, en termes de modernité, en termes de puissance, mais aussi que c'est des endroits qui sont surpeuplés. Et qu'en fait, c'est pour ça que je vous ai mis cette image au début du stream. Quand on voit une image vite fait comme ça, en balayant l'œil, on se dit waouh, ah ouais, une impériale, en fait, regardez, il y a de tout. C'est construit un peu de étage en plus par étage en plus parce qu'il y a plus de place. C'est gorgé de vie. On voit un ogre, on voit un tueur nain, on voit des gyrocoptères dans le ciel et on voit des créatures volantes, etc. Gorgé de vie. Mais, comme le dit le second narrateur, si on regarde plus en détail dans les rues, on comprend que la corruption, l'insécurité, et on voit carrément même quelqu'un, je crois, qui est défenestré, quoi que ce soit. On voit des gens qui sont en train de voler, on voit des gens qui sont sur les toits, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font. On voit de la pauvreté, on voit des cadavres dans l'eau. Voilà. On se dit, ouais, c'est vrai que là, ça a l'air vivant, mais dans tous les sens du terme, l'Empire. Et les villes elles-mêmes. J'attends de voir un chevalier impérial se manger un coup de canon et se relever quand on se marre. Ah, ça, supériorité technologique, comme on le dirait. Les deux concluent leur paragraphe de présentation des cités de l'Empire comme l'endroit en effet qui fait la force de l'Empire, la vitrine, si vous voulez, de l'Empire. Mais, ils précisent tous les deux aussi que la vraie force de l'Empire, ce qui fait l'âme de l'Empire en lui-même, certes, les cités sont là, mais c'est surtout le pays qui en est responsable. C'est-à-dire ces fameux villages qu'on a parlé juste avant, ces fameux endroits qui peuvent disparaître en une nuit sans qu'on fasse attention. Les villages, et donc les habitants de ces villages, sont eux le vrai visage de l'Empire. Et justement, ces villages, ces gens qui sont extrêmement isolés, ces gens qui vivent loin de la sécurité des villes, sont, comme on le dit, les vrais impériaux, ceux qui font vivre l'Empire. C'est la Botonie ou l'Empire qui est le plus surpeuplé? Alors, véritablement, celui qui est le plus surpeuplé, c'est l'Empire, de très loin. Si vous regardez la carte, par exemple, du Reikland, la carte générique du Reikland, donc, alors ça, c'est l'Empire, hein, c'est les régions impériales. Dès que ça commence à être du blanc, ça devient Kislev. Erengrad, donc vous avez cette ligne-là et la frontière avec Kislev. Le reste ici, c'est donc l'Empire, et là, on se concentre énormément sur le Reikland, qui comprend donc la fameuse capitale impériale de l'époque, Aldorf, qui s'arrête au nord de Nuln, ici même, et qui s'arrête juste là, à la bordure des Westlands. Et tout le côté, ici même,
le bord des montagnes grises. D'accord? Et comme vous voyez, ben, certes, il y a des cités, comme Aldorf, comme Ubersreik, bien évidemment, très connu, mais vous en avez d'autres, Bockenhaven aussi, etc. Mais vous avez aussi des villages. Et ça, c'est seulement les villes, entre guillemets, ou villages majeurs. Tout ce qui est petit village n'apparaît bien sûr jamais sur la carte, pour une des raisons que je viens de vous parler. Bref, comment l'Empire peut se permettre d'être autant développé, autant arrogant, presque, dire, alors qu'on est dans le monde de Warhammer. Le monde de Warhammer, c'est un monde dark fantasy, un monde extrêmement dur, sans aucune pitié. Danger, corruption, racisme, mortalité, énormément développé. Pas autant que celui de The Witcher, mais quand même, presque autant, voire égal. En termes, bon, Witcher est quand même plus raciste, hein, en termes beaucoup plus sectaires, mais en termes de dangerosité, pour moi, le monde de Warhammer est bien pire. La carte de la V4 montre beaucoup de villages. Exactement, vous avez même une page internet, hein, un PDF immense qui vous montre quasiment les moindres villages en concordant les 4 versions des JDR, voire même des romans. Faites-vous plaisir, je mettrai le lien, je pense, en description de la vidéo YouTube. Ça dépend des races pour le racisme, exactement. Et donc, comment l'Empire peut se permettre d'avoir des cités aussi puissantes et autant de commerce, alors que le monde est un danger permanent? Eh bien, l'Empire est connu justement pour ses voies fluviales. Les voies fluviales de l'Empire, c'est le nœud de l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un impérial, vous êtes quelqu'un qui peut voyager correctement, eh bien vous devez cela, vous devez cette puissance de l'Empire à sa marine, en fait. La marine impériale, c'est donc le côté militaire, vous voulez, et vous avez les forces fluviales, les patrouilles fluviales, qui sont là pour protéger les voies maritimes. Tout dans l'Empire fonctionne avec les bateaux. L'Empire possède plusieurs rivières, le Talabek, le Reik, il y a d'autres encore, hein, j'en oublie. C'est déjà difficilement celle de France. C'est pas vrai, mais quand même. Donc vous avez l'Aver, voilà, c'est ça, je me rappelais. L'Aver, le Styr, alors Averland, Styrland, Reikland, Talabekland, incroyable, hein, et toutes ces grandes rivières, vous les voyez, hein, elles serpentent absolument partout, hein, dans l'Empire. On se dit en voyant ça, ouais, bon, bah c'est des rivières. Nous aussi, on a eu la Loire, hein, on a le Rhône en France. Non, 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 pas du tout. Les rivières dans le monde de Warhammer, les fleuves dans le monde de Warhammer, le Reik, par exemple, qui se jette dans la mer, est tellement large à des moments que des grands galions de 3 ponts peuvent naviguer dessus. Aucun pont quasiment ne peut traverser le Reik en largeur, sauf seulement quelques-uns. Il n'y a en fait dans l'Empire que des fleuves immenses, très très larges, et même les petites rivières sont navigables par des barges spécialement créées ou des dockers qui ont des navires exprès pour cette utilité. Merci Archéo pour le follow, bienvenue. 40 km de large par endroit. Non, vraiment, le Reik est vraiment colossal. Hein. Oui, c'est le Saint-Laurent, ouais, ou c'est le Gange, ou des trucs comme ça, c'est vraiment gigantesque. Ça, c'est le Gange. Oh, bref, on vous explique en fait que l'Empire doit sa notoriété en fait par le commerce, par l'ouverture au monde, par les fleuves. Et donc, s'il y a bien une chose qui est vitale dans l'Empire, c'est même pas les routes. C'est même pas les routes, c'est le fleuve. Vous perdez l'accès à l'eau dans l'Empire, soit vous êtes très isolé, soit vous êtes à la pointe de l'ouverture au monde entier. C'est pour ça, justement, que l'Empire se permet de connaître, dans ses présentations, les peuples elfiques à l'ouest, les nains à l'est, et d'autres peuples barbares, humains, j'allais dire français, n'importe quoi, d'autres peuples humains barbares, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Empire, sont connectés par les océans, les fleuves et les mers. Donc si tu veux envahir, tu as intérêt à savoir nager, entre autres. Et justement, le jeu de rôle met l'aplomb là-dessus, ce qui est très peu fait, hein, dans le jeu de bataille, dans le jeu Wargame. C'est très compliqué de faire des batailles sur des fleuves, mais c'est le plus central, loin au-delà des routes. Et on t'explique que même comme ça, même avec des fleuves qui font parfois 40 km de large, donc c'est énorme, hein, 40 km de large, vous avez des grands dangers de navigation. Vous avez des trolls d'eau qui peuvent apparaître, ou alors des pirates, qui s'appellent des ravageurs. Et, comment ils disent, des éperonneurs, voilà, des choses comme ça. Non, les éperonneurs, c'est ceux qui combattent les ravageurs, bref. What the fuck, ça n'a aucun sens. Alors, vraiment, ne cherchez pas, par contre, du sens dans ce monde, d'accord? Encore une fois, Warhammer, c'est l'exagération. Et encore, on est les naufrageurs, voilà, merci, exactement. On est dans un monde
Dark Fantasy, c'est-à-dire qu'on a le droit d'augmenter la taille des choses. On a le droit. Sinon, en effet, il y a des moments, ça n'a plus aucun sens. Comme la démographie, il y a des moments, ça n'a plus aucun sens, vu les ravages que se prend l'Empire dans la tronche. Et tout ça n'est pas sans vous mentionner Warhammer 40 000. Hein, vous avez des tours qui font plus de 50 km de haut, voire plus. Voilà. Hein. C'est le TGC magique. Commencez pas. Commencez pas. Tout est plus gros, tout est plus croche. Voilà, c'est exactement ça. Non mais 40K c'est spécial, oui je sais. Non mais il est spécialité en tapotant sur le haut de la tête. Je suis la démographie. Tu laisses la neige, c'est ça? Et donc justement les narrateurs nous expliquent un petit peu le fondement donc, de l'Empire avec ses fleuves et donc le raccord entre l'extérieur, la vie, le commerce et l'intérieur, les villes et l'habitant. Docks. Les docks sont l'un des endroits les plus importants où que vous alliez dans l'Empire. Des endroits qui sont lourdement fortifiés, des endroits qui sont ultra vivants de jour comme de nuit. Et vous avez bien évidemment des endroits où tout peut arriver, c'est les docks. C'est des endroits qui sont vitaux dans les villes. Oui. C'est des endroits que tu ne peux pas l'avoir si tu veux pas te développer. Voilà. Si tu veux te développer, tu dois avoir des docks. Il n'y a plus d'oxygène, les tours poussent. Voilà, c'est ça, c'est 40K. C'est un monde sans aucun sens, mais crédiblement cool. Oui, bon ça, Nathan, regarde le nôtre. Pourtant, parfois, il est cool. Et justement, malgré le fait que ces docks soient ultra vivants, dès le 3e paragraphe de présentation, parce qu'on est dans les 3e paragraphes de présentation, on comprend tout de suite quelque chose dans l'Empire. C'est que ces endroits qui sont ultra importants, les docks, le commerce, hein, vous avez compris pour l'instant, j'espère que le lien est stable. Et bien en fait, les dirigeants dans l'Empire, c'est-à-dire le Saint-Empire de Sigmar, dirigé par Karl Franz Ier, à cette époque-là, et on est donc à l'époque contemporaine, la fin technique de l'histoire, la noblesse de l'Empire, les comtes électeurs, les barons, les comtes, eh bien c'est pas eux dirigent vraiment les docks. Alors certes, ils les protègent, ils sont dans leur ville, mais on est à une époque dans le monde de Warhammer à ce moment-là, 2520, où la bourgeoisie prend le pas. C'est-à-dire qu'à partir de ces époques-là, vraiment à partir de l'époque de Karl Franz, on rappelle que Karl Franz fait partie des Leitpold, c'est-à-dire qu'il vient du Reikland, et surtout il fait partie des très riches de l'Empire, et pas obligatoirement toutes nobles de base. Bien en fait, c'est ça qui est en train vraiment de se développer dans l'Empire, c'est que c'est la puissance de l'argent qui arrive. C'est pour ça, on comprend, que les Marienburger sont pas très bien vus dans l'Empire, parce que les Marienburger, c'est que ce qu'on appelle des familles libres. C'est des propriétaires terriens, c'est le fric, c'est l'argent qui fait le monde. Tandis que là, dans l'Empire, ça commence à arriver. Il y a eu des grandes choses qui se sont passées dans l'histoire de l'Empire, mais très récemment. Justement, là, quand tu ne connais pas l'univers, tu ne le sais pas. Et si tu connais un peu l'univers, tu te dis, ah ben oui, c'est pour ça qu'ils peuvent pas blairer les Marienburger, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent pas blairer les gens de Marienbourg, parce que Marienbourg, on le rappelle, c'est devenu indépendant, parce qu'ils ont acheté leur indépendance aux nobles de l'Empire, après Old World. C'est pour ça qu'ils peuvent pas les blairer, en fait. C'est que c'est arrivé il y a pas très longtemps que ça. Le capitalisme, exactement. Karl Franz égale Picsou. Et à peu près, ouais, à peu près. Et donc justement, tu comprends qu'il y a en plus toute une idée de corruption et de débat et de remous politique où la noblesse perd son influence de possession, mais elle conserve son influence militaire, son influence de prestige. Et c'est là que tu te dis aussi, ah, tu connais un peu l'univers où tu suis les streams du vendredi. Félix, il est fils de quoi déjà? Il aime pas bien Karl Franz, hein, Félix. Il aime pas bien le fonctionnement de l'Empire, tout ça, tout ça. Et il est de quel rang social, Félix? C'est un paysan, c'est pas un paysan, hein. C'est un noble? Ah ouais, c'est un fils de marchand. C'est pour ça en fait qu'il aime pas beaucoup la politique de Karl Franz. Maudite taxe des fenêtres, voilà, évidemment, bien sûr. Pour ceux qui ont la ref. Évidemment. Évidemment. Et donc, plus tu te rapproches, encore une fois, là on a fait une présentation générale, et puis vous avez compris hein, que le narrateur se rapproche de plus en plus de quartier en quartier, et de un plus humain, hein, c'est plus lui-même, mais là on se rapproche, et on voit bien l'image, hein, t'es un docker qui voit passer ton groupe d'aventuriers, et une fois que vous êtes entré par ces fameux docks en ayant partagé
puissance de l'Empire militaire avec ses fleuves surgardés, puissance de ses villes, son commerce, son cosmopolite, etc. Eh bien, vous allez certainement entrer dans ces villes impériales et rencontrer leurs habitants, rencontrer qu'est-ce qui fait l'âme de l'Empire. Et c'est là que vous allez voir justement que il y a beaucoup de monde dans l'Empire. Il y a beaucoup de monde, et de tous bords, et de tout horizon, bien sûr. Et quel est le meilleur endroit, chers amis, quel est le meilleur endroit pour rencontrer du monde et commencer une partie de jeu de rôle? S'il vous plaît, je vous le demande, à vous tous, même si vous en avez jamais fait, je pense que vous avez une idée de ce que je veux dire, là où je veux vous amener. Voilà, la taverne, bien sûr, l'auberge, le bordel. Non, pas celui-là. C'était pas ça, je voulais pas en venir ici. Et donc, en effet, si vous arrivez à pénétrer en ville et que vous pouvez avoir une adresse où vous pouvez trouver du travail et rencontrer des gens, en effet, les auberges. Les auberges sont peut-être la meilleure représentation de ce qui peut faire l'humain dans le monde de Warhammer. C'est un endroit où vous pouvez partager, où vous pouvez rencontrer, où vous pouvez mourir, comme vous pouvez tout gagner ou tout perdre. Bref, la taverne est un endroit où, là, dans la narration, c'est l'un des premiers endroits dans le livre où les deux narrateurs sont d'accord. Et la seule chose qui les mettent d'accord dans leurs propos, l'un ultra promotionnel, l'autre ultra entre guillemets réaliste, c'est que si vous voulez trouver un endroit qui vous apporte du réconfort, allez à une auberge et demandez des pieds de cochon au vinaigre. Là, vous êtes presque sûr que pendant quelques secondes, votre vie va être agréable dans le monde de Warhammer. Le narrateur. Le bordel, c'est à la fin qu'on a battu le méchant. Ah là 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 là, au secours. Pauvre petit cochon. C'est terrible. C'est terrible. Pas de soucis, Vitaly. On avance si t'es un certain nain. Oui, c'est possible. Les fameuses tavernes. Alors maintenant qu'on a présenté un petit peu ce que c'était... là vraiment j'ai fait que 4 paragraphes. Et pourtant c'est 4 ou 5 paragraphes. C'est 4 ou 5 paragraphes qui sont très souvent à l'intro de ces livres. Ah, j'ai un trait. Vous donne un petit peu les premiers pas et l'ambiance générale du monde où tu comprends qu'il y a quand même un point de vue où on te raconte ce que tu veux bien entendre et un autre point de vue qui est beaucoup plus réaliste et finalement beaucoup moins rigolo. C'était que l'intro. Ah oui, c'était que l'intro, ça. Ça, c'est vraiment, ce ne sont que les 3 premières pages ou 4 premières pages. Ce sont en fait 2 paragraphes l'un face à l'autre dans le livre V4 et un petit texte, un bon petit texte au début de la V2. Ce sont belles les illustrations, ouais, et aucune des deux l'IA, c'est que des bases du jeu de rôle. Et donc maintenant que vous avez un premier pas dans ce qu'est l'Empire, centre de beaucoup de choses qui vont être racontées, on enchaîne un peu après avec des petites précisions sur des mots que vous allez pouvoir entendre dans ce monde, mais pas vraiment comme un mode lexique. C'est présenté très souvent par une lettre. Comme si votre personnage, vous-même en tant que lecteur, la personne que vous jouez, reçoit une lettre qui lui explique ce que vous pensez connaître n'est peut-être pas la vérité. En gros, tu connais la fantasy? Ouais, bah laisse-moi te donner quelques précisions dans le monde de Warhammer. T'es joueur de Warhammer Total War? Laisse-moi te donner quelques petites précisions sur le monde véritable que tu joues, hein, voilà, auquel tu vas rentrer. Peut-être tenter d'acheter le livre de JDR Warhammer Fantasy Roleplay que j'ai vu chez mon vendeur. N'hésite pas, ils sont excellents, hein, vraiment, ils sont vraiment excellents. Et donc, comment mettre les premiers pas dans ce monde? Déjà, les dieux. Les dieux sont omniprésents dans les jeux de rôle. Ils sont omniprésents quelles que soient les factions et clans que vous jouez. Les dieux et le rapport à la croyance sont ultra importants dans le monde de Warhammer. Pourquoi? Parce que certains de ces dieux
ont un apport physique, une retombée immédiate visible. Ce qui rend donc le pouvoir d'une déité très présent dans le monde de Warhammer, parce que si tu l'invoques correctement, ton dieu peut te répondre. C'est pas tous les univers qui sont comme ça, très loin de là. Et justement, quand tu vas faire tes premiers pas dans l'Empire, il y a quelques petites choses à savoir. Des petites consignes de sécurité. Jamais, voyager dans notre... Renseignez-vous sur la culture locale. Et vous évitez de faire des erreurs et d'être mal vu. C'est part de mon métier, d'apprendre les cultures étrangères pour mieux les recevoir ou m'incorporer dans le pays où je vais. Et justement, quand vous allez dans l'Empire, essayez de vous renseigner sur les dieux et surtout sur quel dieu est tutélaire dans la ville. Parce que l'Empire, étant cosmopolite, possède une multitude de croyances. Des croyances extérieures amenées par les étrangers et des croyances intérieures qui, c'est sous-entendu, viennent de beaucoup de débats théologiques et politiques, et militaires, et beaucoup d'autres. Et très rapidement, on vous mentionne quelques noms. Quelques noms qui peuvent être à retenir quand vous allez dans l'Empire. Si vous êtes blessé, malade, dans la détresse, et c'est le premier dieu qui est mentionné dans les jeux de rôle quasiment, renseignez-vous auprès d'une prêtresse de Shalia. Shalia est la déesse de la protection, et la déesse mère, enfin pas mère, elle n'est pas vraiment la déesse mère, elle est la déesse de la guérison et la déesse de la miséricorde. Petit hors-sujet, les parties JDR de la chaîne sont en V4, non, elles sont full créées. Il y a inspiré V2, inspiré Aventure de Maillard et inspiré Donjon d'Albuck, en termes de gestion de jeu. Règle 1, ne jamais insulter les dieux. Qui est le dieu du délicieux poulet rôti? C'est la grande marmite. C'est la grande marmite, celle. C'est des conneries. Et ensuite, on te raconte que certainement tu as croisé des gens qui ne vivent pas en ville. Une bonne récolte, enfin une bonne chasse, tu demandes à Taal, T-A-A-L, le dieu des animaux et des régions sauvages. Pareil, on te reprécise après les récoltes, les paysans, les gens, donc culture. C'est plutôt Ria, la déesse de la vie et de la fertilité, qui est en lien avec Taal. Tout ça, c'est des présentations un peu de bon sens quand tu vas arriver chez les humains dans l'Empire. Mais les narrateurs te précisent tout de suite une chose très importante. Certains qui vont grincer les dents dans ce chat. Mais s'il y a bien dans l'Empire un dieu qu'il ne faut jamais désobéir en public, Sigmar. Sigmar, tu as une présentation donc du lore de Sigmar très générique, mais d'un point de vue roleplay. Sigmar, ancien Recklander devenu fondateur de l'Empire et même de Dieu après sa disparition, il est le dieu protecteur de toute la nation et en plus le dieu tutélaire de toute la région du Reckland. Pourquoi? Parce que le Reckland est donc très souvent là où vous commencez votre aventure. Eh bien, il est dirigé certes par la noblesse, etc. Mais aussi il y a une autre très grosse influence présente dans cette région du monde, dans cette région de l'Empire, c'est le temple de Sigmar. À Aldorf, il y a littéralement l'archidiacre, le grand théologiste, le grand protecteur de la croyance de Sigmar, qui est Volkmar le Sévère, et dans le nom, bien sûr, qui est là pour ordonner tout ce qu'il faut ordonner. Moustache, voilà, exactement. J'essaie d'imaginer un Charlie Hebdo qui vannerait le temple de Sigmar. Non. Il brûlerait, littéralement. La fusion de Jésus et de Conan. Meilleure représentation ever de Sigmar. Voilà, bravo. Jérémy, t'as battu tous les scores. Et donc, les conseils qu'on vous donne, c'est de vraiment suivre les directives de Sigmar du mieux que vous pouvez. Parce que, en fait, le narrateur t'explique que chaque village, hameau, possède au moins un temple de Sigmar. Les villes possèdent plusieurs temples. Les capitales comme Aldorf ou Nuln possèdent carrément des grands temples, plus des églises, plus des ossuaires, etc. Tout ce qui est en rapport à leur religion. Il y a même le Festag, le dernier jour de la semaine, appelé le jour sacré,
où tu es obligé, entre guillemets, en tant qu'habitant impérial, d'aller prier au temple. Mais aussi que cette croyance n'est pas seulement une croyance de théologie pour le bien-être de ton âme, etc. C'est aussi parce que les prêtres de ce culte se font appeler des prêtres guerriers. Et que ces prêtres guerriers sont aussi responsables, le jour du Festag ou d'autres jours possibles, pour entraîner chaque homme et femme de l'Empire au maniement des armes rudimentaires, parce que l'Empire a toujours besoin de milices ou de gardiens. Et là, tu te dis, c'est vrai que... Ah, d'accord. Moi, j'aime bien ce genre de petits détails, moi, j'adore. Ouais, vous voyez, j'aime beaucoup ça. Que ça te permet de te rendre compte, en fait, que c'est vraiment omniprésent dans l'Empire. Et surtout, encore une fois, on comprend donc que le narrateur est Sigmarite. Parce que, techniquement, là, le paragraphe des dieux s'arrête ici, et toi, tu connais le lore de l'Empire, et tu fais, mais attends, le mec, il a pas mentionné Ulrich, le dieu de Sigmar quand il était humain. L'un des plus anciens dieux de l'Empire. Et tu prends donc, en tant que, je vais dire passionné, tu peux connaître ça, si t'es pas passionné, tu ne le sais pas, et donc tu te fais déjà influencer par le narrateur, mais tu comprends qu'il y a des influences théologiques où tu peux parler de certains dieux, mais où d'autres n'ont pas leur place dans le Reikland. Parce que c'est pas les dieux tutélaires, ou encore pire, ce sont les dieux tutélaires de cités rivales, pas très loin. Middenheim et toute l'histoire et la tension qu'il y a entre les Middenheimers et les Reiklanders. Militarisme constant. Ah, et encore, on n'est pas dans 40K, les mecs. Hein. Billy, tu viens d'avoir 4 ans, prends cette masse et mets-toi en rang avec les autres, on va chasser de l'homme bête. Alors, c'est de l'entraînement, je précise, hein, qu'ils font, hein, le Festag, hein, c'est l'entraînement. C'est pas les purges d'hommes bêtes, hein, avec des pauvres paysans ou des pauvres civils qui savent pas quoi faire. Et donc, vraiment, ce fonctionnement est fait à la fois dans les villages et dans les villes. C'est pour ça que, voilà, vous voulez représenter les batailles, au lieu de mettre 3 tanks à vapeur par partie, mettez les miliciens. Au moins, ça sera l'or. On ressortit les boîtes, alors. Bien sûr. Et donc, l'explication et la narration, encore une fois, passent encore un cap, parce qu'ils viennent nous présenter les dieux, et directement, les narrateurs, quelles que soient les versions, enchaînent avec un autre point qui est extrêmement important et surprésent dans le lore de Warhammer. Ils te parlent des sorciers. Directement après t'avoir présenté les prêtres guerriers, ils te parlent des sorciers. Alors, la présentation des sorciers, elle est très loristique. J'aime beaucoup ce principe de présenter les sorciers. Les sorciers et les sorcières sont présentés comme des gens capables de manier la magie. Plus, si tu ne le savais peut-être pas depuis le début, hein, pas cet univers, mais tu comprends que c'est un monde de magie. Hein, bien sûr, c'est pas seulement un monde d'ingénierie, de politique, de théologie, etc. J'aime la traduction Humbet, Stupid Man. Ah, j'ai pas fait attention. Beastman, PowerPoint. Il connaît pas. Quel nul. Les magiciens, autant sorciers que sorcières, dans le monde de Warhammer et dans l'Empire, sont des personnages craints. Voilà, ils sont craints. Ça, c'est sûr et certain. Et ils sont même... oh, j'allais dire chassés, mais c'est peut-être un mot un peu trop violent ou un peu trop réaliste. Je me pose la question. En fait, vu que le Reikland est dirigé ou est à dominante sigmarite, on comprend bien que les mages sont pas bien vus à cause de ça. La magie, c'est caca. C'est caca, tu touches pas. Jouer un sorcier, c'est fun car il faut trouver des ingrédients pour les sorts. Ouais, c'est très poussé, hein, c'est très poussé. Mais encore une fois, tu peux le simplifier pour certains de tes joueurs. Encore une fois, on est là pour présenter ce qu'on peut. Les mages, il y en a 2 versions, 2 genres, on va dire, dans le monde de Warhammer, d'un impérial, du Reikland. Vous avez les mages légaux. Les mages légaux
Ce sont des magisters, ils s'appellent. Les magisters, ce sont des gens qui ont littéralement un diplôme les autorisant à faire de la magie. Ils ont vraiment un diplôme. Ils doivent toujours avoir sur eux un diplôme leur prouvant leur place de magister. S'ils ne l'ont pas, ou alors s'ils sont d'un autre carcan, ça va être un problème pour eux. Il y a cependant une exception à cette règle présentée si vous êtes mage, c'est si vous êtes un elfe. Et si vous êtes un elfe, quel qu'il soit, si vous êtes un elfe, vous n'avez pas besoin de présenter aux forces de l'ordre votre carte de membre de la magie. Voilà. Vous avez l'autorisation de pratiquer la magie si vous êtes un elfe, alors que peut-être votre elfe n'est pas du tout mage. Et j'aime beaucoup ce principe que les humains comprennent pas vraiment tout. Et c'est ça qui est très sympa. Bonjour, je suis Magister de Boule de Feu. C'est ça. Merci beaucoup Kiard, merci beaucoup pour le sub offert à la commune. Merci énormément de ton soutien. C'est une sorte d'assurance vie. Littéralement oui. Littéralement oui. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas Magister, eh bien du point de vue de l'Empire, vous êtes, et là ça fait très penser à Dragon Age, vous êtes ce qu'on appelle un apostat. Vous êtes un mage qui a appris la magie soit en autodidacte, soit qui apprend une espèce de magie plus proche de la prêtrise, donc qui utilise des magies extrêmement anciennes, brutales, voire, enfin pas brutales, mais païennes, ou voire peut-être même dangereuses. Ou alors, vous êtes un mage qui a appris la magie par un maître. Chamanique, voilà, merci Palapin, cherchez le mot, j'ai oublié chamanique. Vous êtes donc un mage qui a appris la magie par un maître. Et ça veut dire que vous êtes dépendant, ça veut dire peut-être même que votre maître lui-même n'est pas reconnu par le salon des magisters, et donc peut-être que ce maître cherche à atteindre un pouvoir qui est interdit, comme ou extrêmement corrupteur et dangereux, comme les deux qui sont présentés dans ces passages de... Les deux maîtres qui sont les plus dangereux, parce qu'ils peuvent être corrompus, c'est ceux qui s'abreuvent ou qui recherchent la magie, ou encore pire, ceux qui s'intéressent à la démonologie. Et j'aime bien parce que ces deux rapports à la magie, nécromancie et démonologie, sont des domaines de magie de Old World. Donc comme quoi, faites pas confiance à ces gens. Comment aborder la joie des chasseurs de sorciers? Exactement. Ce genre de magiciens ne sont pas appelés les magiciens du Terril. Alors si, mais ça c'est dans les anciennes versions. Merci Trimarcassin pour le 35. Toujours par deux, ils vont être et le Padawan. Exactement. Qui connaît Padawan, PowerPoint? J'essaye juste. Ah, il connaît Padawan, incroyable. Il connaît Padawan et il connaît pas Hombet. Ça va bien pour les Beastmen. Je trouve ça bien. Le nécromancien est une femme. Qu'est-ce qu'il peut mal se passer? Du coup, la perception de ces deux domaines a évolué. Alors, en effet, elle a évolué, mais elle est bien présente quand même. Et justement, il t'explique que ces sorciers-là, ces gens qui sont pas très présents dans le Reikland, mais qu'on peut trouver ailleurs, comme dans le Talabekland ou l'Osterland, donc des régions où Old World a été raccord avec le lore, et ça fait plaisir, eh bien, il t'explique que ces gens-là, il faut s'en méfier. Ces gens-là, il faut s'en méfier parce qu'ils peuvent avoir atteint un pouvoir pas vraiment le leur. Et c'est là que le narrateur te présente: si tu dois un jour faire confiance à un sorcier, vérifie de quel collège de magie il face à la présentation de la magie contrôlée dans l'Empire, fierté de l'Empire, littéralement. Une chose qui prouve que là encore une fois, l'Empire est au-dessus de ses voisins. Les mages impériaux ont étudié la magie dans des collèges faits pour ça, encadrés dans le contrôle et la connaissance, et tout ceci est par les elfes. Par les elfes, d'où le fait que les elfes ont le droit de pratiquer la magie sans présenter de badge aux forces de l'ordre dans l'Empire. Magister Academy, exactement. Fun fact, la plupart des démonologues sont tués par leurs propres invocations et de mort toujours. Au-dessus de ses voisins, mais au moins nos mages ils sont sexy. Ah ça, Amulac, ça rigole pas. Demoiselle, ça rigole pas. Bref,
Tu n'as pas une présentation de tous les domaines de magie, parce que c'est pas toi, à moins que tu mages, tu ne peux pas vraiment tout savoir. C'est du domaine arcanique, ça, hein, c'est du domaine des gens qui vont dans un endroit dangereux, il ne faut pas vraiment leur faire confiance. Sigmar t'explique hein, qu'il a été tenté et même trahi par des pratiquants des arcanes, et que donc ces gens-là, par définition, ne sont pas fiables, à moins de passer des dizaines d'années dans le collège pour sortir une fois du collège, faire leur office et retourner vite dans leur collège pour qu'ils y restent. Donc c'est vraiment cette tension qui est mise en avant, mais aussi c'est la présence et l'explication qu'il y a donc un corps de surveillance qui ziote un petit peu ces gars-là. Et on a la première mention des fameux répurgateurs, des chasseurs de sorciers, des chasseurs cultes. Si vous voulez, même si ceux-là sont plus bourrins, je trouve, que des Witcher. Même Baltassou, il ne l'aime pas. Balthazar Gelt est interdit à Middenheim, interdit à Marienbourg et recherché à Nuln. Parce qu'il a arnaqué des gens en transformant du fer en or, qui est redevenu du fer après. Donc c'est pas... Même le grand Balthazar, non. Pas très bien vu. Et Templier de Sigmar, alors ce n'est pas seulement ça, hein, mais il y en a d'autres. On l'aurait tous fait. C'est ça, personne n'attend l'acquisition Sigmarite, exactement. C'est pas un voleur, c'était un tour de passe-passe, exactement. Oui, il y a Bussen, hein, bien sûr, clin d'œil à ceux qui l'ont reconnu. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas le mettre, évidemment. Et donc, ces gens-là, comme on a compris que c'était un monde de magie, etc., le narrateur nous permet de faire d'autres pas là-dedans et nous explique que, bon, il y a un autre sujet dont je veux te parler, mais n'en parle pas trop, justement. C'est que l'Empire est puissant. L'Empire est beau, l'Empire est valeur à défendre, mais il y a une couille dans le gigot à un moment. Il y a vraiment quelque chose qui est latent, caché. Une puissance qui, si elle surgit, peut détruire le monde. Les puissances de la ruine. On t'a parlé des dieux juste avant, des dieux de l'Empire. Et il y en a d'autres. Et ces puissances-là, faut que je te prévienne, elles peuvent te corrompre, elles peuvent tuer, elles peuvent te transformer, elles peuvent te faire devenir ce que tu ne peux absolument pas. Et surtout, ne dis pas que je te l'ai dit. Ne dis pas, n'en parle pas, parce que ça peut attirer les oreilles de ces gars-là. Ça peut même te mettre en danger de savoir que tu connais le sens de la ruine. Mais sois au courant, toi jeune joueur, toi donc nouveau personnage dans ce monde, que les puissances de la ruine sont un fait, dangereuses, et que si jamais elles refont comme avant, attention à la guerre, à la grande guerre contre le chaos, elles peuvent ravager le monde. Cette puissance n'a d'autre nom que le Chang Squeak, prenez garde, vite construisez une fenêtre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. Ça me fait toujours rire, bien sûr. Et encore une fois, un homme simple. Après avoir présenté ces petites tensions probables que vous pouvez trouver se promener dans l'Empire, et surtout qu'il ne faut pas aller chanter sur tous les toits, on passe à une autre présentation. Le lien social. Lien social, parce qu'on en a parlé légèrement, par les termes de puissance. Et toi, en tant que joueur, en tant que personnage, hein, quelle va être ta place dans ce monde? Je te l'ai présenté un peu là, je te les grandes lignes de ce monde. Mais quelle va être ta place là-dedans? Est-ce que tu vas changer le monde? Est-ce que toi, ton histoire va avoir une importance? Et ce qui est intéressant, là, alors ça dépend des versions, et c'est ça qui me fait à la fois plaisir et à la fois un peu moins plaisir, c'est que dans la V2, donc dans cette 20 ans hein, maintenant, on t'explique que vraiment, ouais, tu peux tout faire. Le monde est ouvert à toi, comme te le dirait n'importe quel jeu de rôle. Mais dans la version 4, donc la dernière version du jeu de rôle, ce passage est presque bretonien, j'ai envie de dire. Quelle que soit la place où tu démarres ta vie dans l'Empire, ne pourra jamais être plus.
Tu démarres paysan, mourras paysan. Démarre noble, mourras noble. Démarre fils de dirigeant, tu pourras devenir dirigeant. Ok, direction KT. Où Hippolyte le pieux? Il est pas là, il est pas là. Mais on comprend en fait que l'Empire est très codifié dans sa démarche sociale. Et les travailleurs, les paysans sont tout en bas. Vous avez ensuite tout ce qui est force de l'ordre. Vous avez ensuite les citadins, voire égaux aux forces de l'ordre. Enfin, aux forces de l'ordre, j'appelle ça les forces de l'ordre, c'est faux. Militaires, j'entends. Vous avez donc ensuite les citadins. Ensuite, vous avez les bourgeois, on en a parlé, donc des nouveaux riches, entre guillemets, qui arrivent. C'est important. Techniquement, au-dessus, vous avez la noblesse. Au-dessus de la noblesse, vous avez la justice. Et encore au-dessus de la justice, vous avez l'empereur. C'est comme ça que ça marche. Pas d'ascenseur social, donc. Et c'est là, justement, Uxet, quand tu lis ça, tu te dis « Ah, mais attends, j'ai pas envie de jouer un paysan pour finir paysan. » Et c'est là, en fait, que dans la V4, c'est plutôt bien fait, même si je trouve un peu maladroit au début, mais c'est plus bien. C'est que il y a le fameux « Néanmoins, le destin offert par ta naissance n'est pas égal aux forces que tu peux déplacer. » J'aime beaucoup cette phrase. C'est que tu peux quand même, par des faits qui vont arriver dans ton aventure, peut-être, eh bien tu pourras changer ça. Mais dans la politique classique de l'Empire, eh ben, c'est très rare que quelqu'un gagne dans l'échelon social, ou alors c'est sur plusieurs générations entières. C'est là aussi très important aussi pour dans le contexte de tout du monde entier, que la 2525, 2520, l'Empire est toujours guidé par la noblesse, mais que les nouveaux arrivants riches bourgeois commencent à faire leur place, et que donc ça fait du remue-ménage, et que ça fait des aventures entières. Heureusement, vu les professions que tu peux choisir en tant que joueur, le pauvre qui commence ratier et peut pas s'élever, bah justement, c'est ça qui est aussi important. J'allais me plaindre de dire que tout le monde jouait noble, mais en vrai, être au début paysan et après avoir sauvé une ville en vainquant. Mais voilà, c'est ça, pas lapin, c'est ça le jeu de rôle. Et encore une fois, le jeu de rôle, beaucoup te disent ouais, bah je vais jouer un guerrier nain, ouais, je vais jouer un archer-elfe, ouais, je vais jouer un mage humain, etc. Et les meilleurs jeux de rôle, par expérience personnelle et professionnelle, non, pas professionnelle mais personnelle, les meilleurs jeux de rôle, c'est quand toute la team de joueurs, il n'y a pas un guerrier. Il n'y en a pas un qui sait ce que c'est la guerre. C'est ça le vrai jeu de rôle. Il y en a un qui est ratier, un autre qui est paysan, un autre qui est boulanger, un autre qui est marchand. Et qu'au final, tu te retrouves au milieu d'une aventure où tu fais « Mais what the fuck, qu'est-ce que je fous là ?» Mais parce que c'est ces gens-là qui veulent peut-être... Il suffit de sauver un compte électeur pour gravir quelques échelons. Ça, par contre, Virgo, c'est vrai. N'oubliez pas que Sigmar aussi, on lui a changé ses couches au départ. Hein. Oui, et puis n'oubliez pas que Sigmar est peut-être la preuve ultime que la place sociale n'est pas importante dans l'Empire parce que c'est un homme qui est devenu Dieu. Quoi ? Comme quoi. Bien. Et ensuite, donc là, j'ai terminé ma première petite présentation générale. Voilà. C'est, on va dire, les... Alors, c'est les 20 premières pages, entre guillemets, du livre 4 que je viens de vous présenter. Sauf que voilà, pour vous donner une idée, hein, enfin oui, ça va pas marcher, mais sur les 10 premières pages, il y a 2 paragraphes. Ah. Donc, c'est les 10 premières pages d'un livre de jeu de rôle. Et je vais pas m'arrêter là, parce que je veux que ces soirées durent un peu plus longtemps que d'habitude. Mais je veux aussi vous présenter les... factions, les races, là j'ai le droit de dire race parce que ethnie, ça ne pas. Je vais vous présenter les 1, 2, 3, 4, 5 races que l'on peut jouer techniquement quand on fait du Warhammer en V4. Là je présente la V4. Déjà la V2, tu en aurais 25 races possibles, quasiment presque. Là je vais vous présenter les 5 races majeures que l'on peut jouer. Les races, hein, je ne parle pas de métier, je parle de races que l'on peut jouer dans le monde de Warhammer. Le crâne sur l'image. Ça, c'est un symbole très impérial, hein, le crâne de mort, le crâne de Sigmar aussi. Bref, l'image du crâne est très présente dans l'Empire. Très très présente. Parmi les... Polier, on peut pas jouer d'orque noir. Si, tu peux le jouer, mais en étant MJ.
J'ai fait une série de mini-scénarios Warhammer avec le même perso. Je vais bientôt commencer la campagne ennemie de l'intérieur. Bien joué. Bon début. Alors, les races et leur présentation roleplay dans le jeu Warhammer. On va commencer bien sûr par les plus classiques, les humains. Les humains et plus précisément, ici les Reiklanders. Comment des Reiklanders, donc des habitants du Reikland, donc des impériaux d'origine, sont représentés dans ce monde? Les Reiklanders sont des serviteurs de Sigmar. C'est vraiment l'image même, quel que soit son métier, hein, de l'impérial qui est aux connaissances de la propagande. C'est-à-dire qu'il sait que son pays, son peuple, très puissant, avancé technologiquement, central dans le monde, en lien avec les anciennes races, cosmopolite, en expansion, bref, exemple même du Parisien. Non, je sais, non, je la retire, celle-là. Je la retire, désolé. Trop facile. On va dire l'américain. Non, ça marche pas non plus. Ça marche trop. Je sais pas. Au secours. Nani? Il est berlinois plutôt. Alors c'est vrai qu'en termes de... Voilà, on ressemble normalement au Saint-Empire romain germanique. J'arrive au moment de la meilleure vanne. Avec un président qui veut annexer la Norse. C'est vrai en plus. Ça marche très bien. Non, pour la garde clippée. Aldorf, c'est un bled en Suisse. Oui, c'est vrai, c'était une vraie ville en plus. Et donc, les impériaux et surtout ces Reiklanders sont à la pointe de la mode. Ils sont très très tournés sur l'ouverture d'esprit, mais aussi ils sont très tournés comme étant centraux dans leur politique, dans leur imaginaire. Et donc, hein, l'attention leur est portée naturellement et ils sont au centre de tout. C'est-à-dire qu'ils aiment bien aussi foutre leur nez partout. C'est aussi pour ça que beaucoup d'étrangers humains les trouvent fouineurs. Ouais, fouineurs. Ils sont un peu fouineurs quand même. Hein. Et maintenant, réfléchissez encore à Félix. Réfléchissez encore à Félix Jäger quand si vous avez suivi les streams ou les vidéos de Gotak et Félix. Oui. Oui, c'est vrai que Félix, il peut pas s'en empêcher à des moments. Il met les pieds dans le plat, littéralement. Et il le fait pas vraiment exprès. Il dit des phrases qui, pour lui paraissent logiques, parce que centre du monde, étant un gars d'Aldorf à la base. Et parfois, ça peut être assez mal vu, ou un peu mal compris. Et il y a au-delà que le style de vie aisé et les personnalités arrogantes qui font que les Reiklanders et les humains sont très connus dans le monde de Warhammer, c'est aussi que ils ont une espérance de vie plutôt courte par rapport à toutes les autres races du monde de Warhammer, y compris donc les elfes, mais qu'ils sont vigoureux, ils sont ambitieux, et ils sont pleins de ressources. C'est-à-dire que vraiment, les humains dans le monde de Warhammer, et surtout les Reiklanders, c'est vraiment le bac à sable. C'est vraiment, comme beaucoup d'autres jeux, et très adaptable, et peut aller absolument presque n'importe où. Mais il y a aussi un petit truc sympa, qui est précisé juste à la fin de ce paragraphe, j'aime beaucoup, c'est que c'est aussi, dans ce peuple-là, les humains, on le sait, qu'on compte le plus de chaotiques. C'est-à-dire que c'est le plus, dans ce peuple-là, qu'il y a le plus de gens qui cèdent au chaos, qui cèdent aux puissances de la ruine. C'est genre dire à la meuf que tu veux te taper que son peuple c'est des barbares. Entre autres, Cladder, entre autres. Humains en général ou spécifiquement impériaux? Eh ben, ça a l'air d'être sous-entendu impériaux, hein, vraiment. Vraiment, et qu'ils aiment le texte. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé d'autres peuples, à part mentionner les Kislevites ou les voisins barbares. Mais là, le texte a l'air un petit peu de te dire, bon, l'Empire, ils sont bien au courant de choses, mais ils sont souvent à voir aussi. Hein. Et ce qui est très sympa dans les jeux de rôle et dans ces textes de présentation action, c'est que tu as aussi le point de vue de la personne que tu es en train de présenter, donc de la faction que tu es en train de présenter, du point de vue des 4 autres. Du point de vue des elfes, du point de vue des nains, du point de vue des halflins, qui sont les autres peuples jouables. Les nains, et en plus c'est pas genre un point de vue texte écrit présentation,
d'un point de vue roleplay. Donc là, je les ai pas mis en résumé comme je les ai à côté de moi, je les ai vraiment sous les yeux. Je vais vous les lire. Quel est le point de vue pardon. Quel est le point de vue sur les nains d'un humain, d'un impérial? Le soldat d'Aldorf Junglings te présente les nains. Ce sont nos alliés depuis que Sigmar a parcouru cette cité. J'ai même combattu avec eux en 05. Bien sûr, ils sont un poil têtus, très vindicatifs et plutôt brusques, mais je ne veux pas entendre un seul mot contre eux. Tu vois quand même qu'il y a une forme de respect d'un impérial envers un nain, ou même vers la faction des nains. Du point de vue des halflins, donc le point de vue des humains, sur les halflins. Si je devais manger et fumer toute la journée, je serais heureux comme Ranald, un autre dieu, devant son herbe à chat. C'est quand il débarque en oubliant les bonnes manières et qu'il me casse la vaisselle que je peux plus les supporter. Sourit et hausse les épaules quand la garde vient les ramasser et ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. C'est le point de vue d'un tavernier envers les halflins. Et là, tu commences à sentir venir la douille. Avec les halflins, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce peuple? Qui pour moi est l'un des meilleurs peuples à jouer en jeu de rôle. Ensuite, tu as le point de vue des impériaux sur les hauts elfes. Hauts elfes, si je ne sais pas le lore, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je fais du commerce avec eux. Et non, ne soyez pas ridicules, j'ai pas été changé en statut de sel, rien qu'en les regardant. Vraiment, ils sont gracieux. Pour toi, ils sont parfaitement civilisés. Mais franchement, de vous à moi, si Verena, la déesse de la justice, pose la question, vous direz en fait vraiment qu'ils sont étranges. Ils sont tellement intenses, j'ai l'impression que chaque transaction est aussi importante que celle d'avant. Je comprends que c'est une marchande qui explique ça, du point de vue des hauts elfes. Alors que la présentation propagande te disait, ouais, ce peuple un peu décadent au loin. Ah oui. Oui, c'est pas la même. Mais ils ont l'air un peu étranges, ces elfes. Hein, et enfin, tu as le point de vue. On demande à une femme qui habite Ubersreik dans l'Empire sur les elfes sylvains. Deux catégories d'elfes différentes, les elfes et les elfes sylvains. Et la réponse qu'un impérial te donnerait, les elfes de la forêt, vous dites? Il n'y en a pas ici, mon gars. Tu devrais aller au sud de la Bretonie. J'ai entendu dire qu'il y en avait des tas et qu'ils étaient tous vraiment horribles. Qu'est-ce que c'est que cette douille? C'est quoi ce bordel? Comment ça? Des paroles très vraies en somme. Ah voilà, bien sûr. La bonne dame. Comment? Voilà. Tu lis ton lore et puis tu te prends des douilles comme ça. Une bonne description. Regarde-le, le elfe là. Il n'y a pas deux zones d'elfes dans l'Empire. Alors je vais vous en parler après, ou un peu plus tard, dans d'autres vidéos, etc. Je peux pas tout dire en une soirée. Donc ça, c'est un peu la présentation de l'humain et de son rapport à d'autres factions dans le monde de Warhammer. Ils sont éco-terroristes. Après un elfe des bois au réveil, ça doit pas être beau à voir. Hein. Oh, bah, un impérial ou un nain, au secours. Rien sur les gnomes? Il n'y a rien sur les gnomes dans le lore de Warhammer. C'est des halflins. Les gnomes n'existent pas vraiment. Ubersreik sur les elfes sylvains, c'est comme Bourg-la-Lande sur les Chinois. Ils en ont jamais vu un de leur vie. Après, il y a les massacres de la chasse aux fans. Mais t'en sais rien, ça, Yarrick. Encore une fois, imaginez que vous êtes des joueurs. Vous êtes des joueurs du Wargame ou de Total War. Vous avez des connaissances. Mais pour quelqu'un qui est un rôliste, il connaît le monde Dark Fantasy. Il en connaît hein, des Dark Fantasy. Rôliste un peu de base. Et quand il fait un pas dans Warhammer, il faut bien qu'il comprenne. Et il peut pas tout comprendre d'un coup, sinon il a centaines d'heures à tout apprendre. Ou à tout comprendre même. Et c'est quoi qu'on affronte au Blood Bowl? Encore une fois, rappelez-vous bien que Blood Bowl n'est pas canon. Blood Bowl est vraiment un univers à part entière. Or, il n'est même pas canon dans le lore du JDR. Ensuite, deuxième peuple présenté. Les nains. Évidemment, on n'arrête pas d'en parler depuis le début, il faut bien que les nains apparaissent à un moment ou à un autre. Bien sûr. Les nains, autre nom des nains, les Dawi, comme ils s'appellent eux-mêmes,
sont présentés comme des êtres bourrus et têtus d'un niveau légendaire. Voilà, hein, je le précise. On te précise bien également, dans la description, qu'ils ne sont pas originaires de l'Empire. Ils vivent bien au-delà de l'Empire, dans les fameuses frontières naturelles qui bordent l'Empire. Les montagnes à l'est, qu'on appelle le bord du monde, les montagnes au sud-ouest, qui s'appellent les montagnes grises. Les nains sont un peuple qui fait partie des anciens peuples, et surtout c'est un peuple extrêmement tourné sur le commerce, l'ingénierie, enfin l'artisanat, pardon, excusez-moi, pas trop l'ingénierie, ou en tout cas ce n'est pas précisé encore dans le texte, et bien évidemment le commerce, hein, l'or bien sûr, et un peu la guerre, hein, ça c'est sûr, faut pas se mentir qu'ils sont quand même connus pour faire des sacrés combattants, d'avoir les plus grandes forteresses et les plus imprenables de toutes les forteresses, et aussi que les nains que tu peux croiser, ceux que tu vas croiser même dans ton aventure, eh ben en fait ce ne sont pas vraiment des membres de ce peuple. Ce sont ce qu'on appelle des nains impériaux ou alors des nains itinérants. Et là tu as une précision très importante dans le lore, c'est que les nains sont très autarciques, ils ne se mélangent, ils sont très sectaires. Même les quartiers nains dans l'Empire sont des clans en eux-mêmes. Tu ne peux pas y rentrer n'importe où, avec n'importe qui. Et en fait, très souvent, les nains qui vivent dans l'Empire sont soit des itinérants, comme je viens de le dire, pas encore ce que c'est, ces fameux itinérants, on verra plus en détail dans d'autres vidéos, bien sont les tueurs ou autres, etc. Mais vous avez aussi, et surtout, des nains qui n'ont plus de forteresse, des exilés, et de force, et voire même des descendants d'exilés. Donc des nains impériaux, véritablement. Et malgré cela, malgré le fait qu'ils vivent dans l'Empire depuis plusieurs générations, on t'explique que ces nains n'ont pas changé leur façon d'être tellement ils sont bornés en fait. Alors, attention, ils respectent les cultures humaines. Ils ne les critiquent pas à haute voix. Enfin, ils voient, mais pas à haute voix. Mais ils ont un culte total envers leurs anciens. L'ancien temps, ce qui s'est passé avant, la mémoire et leurs aïeux, leurs grands aïeux. Et si tu veux survivre, ne critique jamais la parole d'un nain, sa loyauté ou ses ancêtres. Parce que si jamais tu le fais, ils peuvent t'inscrire sur quelque chose, un morceau de marbre, un morceau de pierre, un livre, et ils reviendront prendre la revanche sur l'affront que tu leur as fait. Voilà la présentation qu'on peut avoir des nains dans le texte. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant, tu as, comme on l'a fait avec les impériaux, le point de vue des nains sur les autres races. Alors, il faudrait que je me commence un livre des runes personnel. Je sors mon popcorn. Alors, le point de vue sur les humains. D'un joaillier de Hellheart, donc d'un nain impérial, hein, pas d'un nain des montagnes. À chaque fois, vous aurez que des nains impériaux. Hein. Enfin, vous aurez quelques nains d'un autre, de véritables nains. Mais bon, du point de vue d'un joaillier, donc d'un nain impérial sur les humains, comme mes ancêtres avant moi, j'ai vécu au Reikland toute ma vie. Les gens savent qu'il ne faut pas se mêler de mes affaires et font preuve, comme il se doit, du respect que je mérite. Oui, ils ne sont pas fiables, les humains. Et ils sont aussi changeants que le vent, mais ils sont aussi débrouillards et rusés. Donc parfois, je vous recommande de faire équipe avec eux en cas de situation compliquée, car ils trouvent des solutions auxquelles je n'ai jamais même pensé. Là, tu vois aussi un pas fait vers l'humain. Donc l'humain, c'est pour ça qu'il est adaptable et très très ambivalent, l'humain. C'est que le nain ne l'est pas. Il n'a pas des idées folles. Merci Jonah, merci beaucoup pour le 46e. Merci beaucoup ton soutien. Le respect prudent et mutuel. Voilà, voilà. Et en plus, c'est un respect mutuel, vu que tu as lu les humains juste avant. Mais là, il veut perdre sa clientèle, celui-là. J'avoue. Il faut lui arracher le compliment. Mais j'adore, mais j'adore. Maintenant, le point de vue des nains sur les halflins et semi-hommes. Tout simplement pas le genre de personne que j'apprécie. Toujours souriant,
toujours agités, toujours la bouche ouverte, toujours en groupe important et qui ne veulent pas la fermer. Quand ils viennent dans mon échoppe, je me plais à les chasser à coups de balai. Franchement, pourquoi ils sont aussi heureux? Je leur fais pas confiance. Voilà. J'adore. Ouais, c'est ce qui me plaît, putain, dans ce jeu. C'est que t'es joyeux, et ben tout le monde te trouve louche. On dirait deux fleurs de Terry Pratchett. Ah, j'ai pas la ref. C'est pas faux en vrai. Hein. Alflin Best Plug, il sourit, j'avoue. Les bons vivants dans la Dark Fantasy. Exactement. Exactement. Et là, bah, on va littéralement partir dans les insultes, hein, je vous le dis tout de suite. Le point de vue des nains sur les hauts elfes. Je précise que ce point de vue est écrit par un diplomate de Karak Ziflin, donc une des forteresses naines. En diplomate. Ne me parlez pas de ces salauds. Ça fait rire ma femme de l'autre côté de la porte. Alroug, mon dernier grand-oncle, a été trahi pendant la fichue guerre de la maudite vengeance par c'est la plus ancienne rancune de notre clan. Toujours d'actualité depuis des centaines de foutues d'années. Hein. Quand je trouverai les descendants de ce satané Galantiel, par Grunny, je leur rapporterai à tous, l'un après l'autre, des leçons de bonne manière avec ma hache. C'est le papy raciste qui parle de l'Algérie. Oh, putain. Ah oui, c'est la diplomatie. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse imaginer, hein, quand dans votre équipe vous avez un nain et un haut elfe, amusez-vous en tant que MJ, ça peut être très rigolo. Bien évidemment, dernier point de vue sur les nains, enfin des nains sur les elfes sylvains. C'est un villageois donc de Azorn Kalaki, donc une cité naine, une petite cité naine. Mon arrière-grand-père pensait que l'exploitation des forêts de l'autre côté des montagnes de Rize serait lucrative. Ignorant tous les avertissements, il était persuadé qu'il ferait fortune. Qu'est-ce qu'une bande d'elfes maigrichons pourrait bien lui faire à lui et à ses gars après tout? Eh ben, beaucoup en fin de compte. Il n'y a que mon grand-père qui a survécu, et il a été épargné pour transmettre un message, ne vous approchez pas. Il y a une pause, et le gars rajoute à la fin, donc moi et mes hommes, on a préparé un groupe pour prendre notre revanche. Ah, c'est vrai que ça a pas l'air d'être les mêmes. Voilà, moi j'aime beaucoup. Du pur nain, voilà, du pur nain, littéralement. Tu sais qu'il va mourir, mais c'est pas grave. Pas de point de vue particulier sur les Bretoniens en particulier? Non. Non, les Bretoniens, ils sont mentionnés surtout par les impériaux. Parce qu'en fait, du point de vue d'un nain, un Bretonien et un humain, un impérial, c'est presque pareil. Là aussi, on voit une forme de respect. Mais oui, hein. Quand même, hein. C'est comme des loups. Merci, Xavlad. Merci beaucoup. Zavlab. Merci beaucoup pour le follow. Dernière petite précision que j'ai oublié de préciser, pardon, que j'ai oublié de dire quand on a présenté les nains, il est expliqué qu'ils peuvent vivre plusieurs siècles. Plusieurs siècles. On raconte, on a vu ces questions un petit peu dans le chat il y a quelques mois. Est-ce qu'un nain peut vivre autant qu'un elfe? Non, il ne peut pas vivre autant qu'un elfe. Un elfe peut vivre plusieurs millénaires. Un nain, c'est plusieurs siècles, mais c'est quand même plusieurs siècles. Donc 400 ans, c'est faisable pour un nain, largement. Enfin, si pas, hein, de mort, de guerre ou de maladie. Très rare même d'ailleurs aussi que les nains deviennent malades. C'est aussi précisé là-dedans. Et il est raconté, en précision de lore sur les nains dans le jeu de rôle, qu'un nain ne mourra pas, à part par la guerre, s'il n'a pas atteint l'objectif qu'il s'est fixé. C'est vous parce qu'ils sont légendairement têtus. Là tu te dis, mais attends, les tueurs. On parlera des tueurs plus tard si vous ne connaissez pas la règle. Il ne va pas chercher fortune chez les elfes sylvains. C'est ça exactement. Là, on reconnaît que les elfes sont dangereux en tant qu'individus, c'est pas rien pour ces têtes de pierre. Exactement. Alors ensuite, alors là, je suis désolé, mais on va passer quelques minutes dessus parce que
S'il vous plaît, le respect intégral pour cette faction, qui est malheureusement pas dans le wargame, et pourtant, qu'est-ce qu'elle mériterait d'avoir une place rien que pour le LOL. Et je vais vous mettre l'image qui, pour moi, représente parfaitement le halflin et son influence. Voilà, j'aime beaucoup ce dessin. J'aime énormément ce dessin. Les halflins, et semi-hommes si vous préférez, les halflins sont très représentés dans le Reikland. Ils ne sont pas originaires du Reikland. Ils viennent du Mootland, une région intégrale de l'Empire. Ils ont même une figure d'autorité qui fait partie des fameux comtes électeurs. N'est plus dans le Wargame Nuance. Oui, je sais, elle n'est plus dans le Wargame, mais à un moment ou à un autre, elle n'est plus du tout là, quoi. On te présente que dans le Reikland, ils ont à Altdorf un quartier entier qui s'appelle Hafenstadt. Hafenstadt, je ne sais pas comment ça se dit. Qui est littéralement le rassemblement des clans et des grandes familles des halflins. Et qu'on te présente ce peuple comme un peuple joufflu, petit, pieds nus, imberbe, mais possédant de grandes rouflaquettes pour les mâles. On te présente aussi ce peuple comme très, très, très ouvert. C'est-à-dire qu'ils sont très sociables. Extrêmement sociables. Ils n'ont l'air jamais d'une menace. On dirait des enfants, en fait, dans le monde de Warhammer. Et des enfants extrêmement très joviales, très ouverts. Toujours en train de participer d'une manière ou d'une autre. On te présente aussi qu'ils sont frêles, hein, bien évidemment. Même s'ils peuvent durer plus longtemps qu'un humain, techniquement, en termes de vieillesse. Mais aussi on te les présente par un de leurs extravertis, c'est ça, voilà. Mais aussi on te les présente par deux faits. C'est que dans le Moot, tout est à la famille. Et vu que le Moot est une grande famille, tout est à tout le monde dans le Mootland. Oui, t'as dit communiste, chérie? J'ai compris communiste. Mais le souci, c'est que ça, c'est chez eux. Et qu'ils ne changent pas leurs habitudes tellement ils sont joviales, parce que voilà, ils sont contents d'être avec plein d'autres mondes. Et qu'en fait, ils ne changent pas leurs habitudes. Et que parfois, ça peut créer des frictions. Voilà. Par exemple, on sait que ce peuple est très connu pour se servir tout le temps. Que tout appartient à tout le monde, c'est à la famille. Il n'y a pas de propriété, donc il n'y a pas de vol. Exactement. Un drôle de sens de la propriété. Exactement. Et justement, il y a des précisions sur le fait que le seul endroit où ils font attention à ce qu'ils font, c'est le raccord à la bouffe. S'il y a bien un domaine où les halflins sont au-dessus de tout le monde dans le monde de Warhammer, c'est la bouffe. Et ça, en fait, ce lien qu'ils ont avec la préparation d'un repas, la délectation d'un repas, la digestion d'un repas, c'est que ces halflins sont toujours en lien avec un autre peuple qui, pour la première fois, apparaît là dans le texte, les ogres. Les ogres, donc des humanoïdes beaucoup plus grands qu'un humain, mais plus bêtes, entre guillemets plus bêtes, parce que c'est encore le point de vue de l'impérial, les halflins ont toujours un lien avec, entre guillemets, leurs grands cousins, qui sont des ogres. Et les ogres, on les connaît aussi pour leur passion dévorante pour tout bouffer. Et justement, il est dit dans le premier paragraphe de présentation des halflins que les familles halflins, les familles halflines, toujours des alliés ogres. Il y a toujours au moins un membre d'une famille, rappelez-vous que tout le monde est une famille, il y a toujours au moins un membre d'une famille qui est cuistot dans une horde ogre. Que chaque mercenaire ogre qui se vaut doit avoir au moins un cuistot pour deux halflins. Et que les halflins sont parfois même des chefs de gang ogres. Parce que les ogres ont du respect pour les halflins. Je m'arrêterai là pour la description de cette faction. Parce que voilà. Quoi? Je vous le jure, c'est vraiment marqué. Les gangs d'ogres travailleurs sont souvent supervisés par des contremaîtres halflins et la plupart des bandes d'ogres mercenaires ont un cuisinier halflin dans leur équipe. Écrit noir sur blanc. La petite souris dans Zootopie avec les ours polaires. Mais exactement, exactement. C'est de la grande famille.
Il fait un gigot du tonnerre. Il fait un gigot du tonnerre, exactement. Merci le fléau pour le 13e WhatsApp, merci beaucoup. Je me souviens d'un scénario dans un White Dwarf, une bataille entre Marius Dettdorf et des ogres venus au secours du Moot. Ouais. Ça donne des idées de conversion de fou. Oh. Dis à un ogre qu'il est con, qu'il se retrouve en purée dans la seconde, c'est ça. On l'a la prochaine faction, sortez-la Games Workshop. S'il vous plaît, Games Workshop, sortez les Halflins. Un régiment de Halflins chasseurs, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a mention aussi de la doyenne du Moot qui est littéralement au siège des comptes électeurs. Alors, elle ne peut pas devenir elle-même impératrice, mais elle vote pour le prochain empereur et elle s'appelle Ismé Fiercœur. Et elle est connue même d'ailleurs pour envoyer des archers Halflins redoutables. Pas une blague. Et donc, le point de vue des Halflins sur les humains, les nains et les elfes. Alors, un vendeur de tartes de Callaghan s'appelle Tubbs Smashworth Rumembre, 15e du nom. Je conseille le supplément du mood de la V1 pour les recettes. On en parlera, Riton, promis. Son vote est accordé au meilleur banquet, exactement, Soul. Donc, le point de vue des Halflins sur les Reiklanders, ils sont bornés, ils sont pieux, ils sont belliqueux, ils sont jaloux. Vous pourrez continuer, hein, mais les bonnes manières m'en empêchent. Et d'ailleurs, je les aime bien quand même. Et puis, ils aiment mes tartes. Et puis, vous savez, tant que vous restez loin de leur temple et de leurs extrémistes, ils forment un groupe ouvert et plutôt accueillant. C'est un bon peuple. Excellent pour les affaires. Voilà. Là, tu vois que c'est pas parce que c'est un peuple joyeux, c'est un peuple débile. Très loin de là. Très loin. Le point de vue sur les nains, maintenant, du point de vue des Halflins. Ma tante Bessie était la plus cupide, tout comme ses 6 fils. Mais Bessie est rien à côté des nains. Leurs yeux deviennent aussi grands que Manslip, donc la grande lune, même devant un seul gramme d'or. Mais si vous le leur dites, ils vous grogneront après, et si vous aviez volé le moindre gâteau au miel, ils commenceront à gribouiller des notes dans leurs satanés livres au sujet de l'insulte à l'honneur de leur famille et aux autres joyeusetés. En gros, ils veulent pas partager. C'est nul. Au final, est-ce que c'est pas ça le meilleur point de vue dans n'importe quel monde? Un monde fantastique. Ils sont pas partageurs en fait. Les archers Halflins sont formés à combattre des zombies et autres morts-vivants à la frontière de la Sylvanie. Encore une fois, vous le savez, parce que vous êtes des amateurs du lore. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas, qui fait pas. Pour l'instant, vous avez un peuple qui a l'air ultra décalé dans ce monde. Le point de vue sur les hauts elfes, et celui qui donne ce point de vue, c'est un roublard, c'est donc un voleur. Je les ai vus sur les rivières dans leurs bateaux blancs. Comment est-ce qu'ils les gardent aussi propres? Et leurs cheveux. Oh, leurs cheveux. Ils luisent comme des rayons de soleil. Si, je vous jure. Je me suis même faufilé une fois sur un bateau pour voir ce qu'ils y font. Ben, la même chose que les autres, mais ça semble juste plus sérieux. Donc voilà, encore une fois, tu vois, j'aime bien ce petit raccord. Et enfin, le point de vue des Halflins sur les elfes sylvains. Les elfes vivant dans les bois? Oh, mais sois pas ridicule. Les elfes, ça vit dans les tours blanches et les jolis bateaux, dans la ville d'Aldorf, imbécile. Pas ailleurs. Et le Halflin qui raconte ça, c'est un érudit du Moot. Encore une fois, on a un raccord avec les elfes sylvains qui est très très loin d'être célèbre. Et j'aime bien ça. Et j'aime bien ce point de vue. Parce qu'ils froncent les sourcils. Ou ils lèvent les sourcils. Une armée d'ogres impériaux avec des Halflins en guise de Nioblar, c'est worse? Non, ce serait très bien, je pense. La vérité sort de la bouche des Halflins, exactement. Ensuite, les hauts elfes. Présentation générique du lore de ces hauts elfes. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est que cette faction? Eh bien, on t'explique que sur les rivières du Reikland, les hauts elfes sont plutôt nombreux. Ils sont très souvent de passage, ou alors ils rejoignent les quartiers elfiques qui existent à Aldorf ou à Nuln. Mais très rapidement, on t'explique que c'est un peuple qui est très difficile à cerner. Ils sont grands, élancés,
Ils ont l'air d'une constitution qui a l'air plus fragile qu'un humain ou qu'un nain, mais en fait, bien au-delà, ils sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides, et surtout aussi beaucoup plus précis. Et là, en fait, la description t'amène à ce que tu comprennes que les elfes, les hauts elfes en tout cas, sont comme un peuple qui cherche une perfection absolue dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses mots, apparemment aussi dans chacune de ses émotions. Chaque chose est vécue par un elfe à 100%. Et pourtant, ils vivent très 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 vieux. Jamais lassés. C'est un peu le ressentiment que tu as quand tu lis la description d'un elfe. Et tu comprends aussi que ces fameux hauts elfes, ben, il y a deux déclinaisons qui se séparent. Il y a ce qu'on appelle les elfes des mers, qui sont aventureux, un peu plus sociables que l'autre version des elfes, l'autre compartiment des hauts elfes. Et ces gens-là sont plus tournés vers le vieux monde ou l'ouverture aux... Enfin, pas l'ouverture aux autres, ça serait un grand mot. Parce que le mot qui en ressort, c'est gracieux et arrogant, hein, directement, dès que tu reparles d'un haut elfe. Et tu te dis que, d'accord, donc ceux à qui je vais parler, ça va peut-être être ce qu'on appelle des elfes des mers, donc des aventureux. Et puis tu as les autres, ceux qui viennent d'Ultuan, ceux qui viennent de leur fameuse île magique. Et c'est tout, t'as rien d'autre. Et ces elfes-là, eux, ce sont des hauts elfes, où directement tu sais qu'ils ont des centaines d'années de plus que toi, qu'ils savent 100 fois plus de choses que toi, ils ne te le partageront jamais cela, et qu'ils sont, entre guillemets, de leur point de vue, meilleurs que toi. Arrogants, meilleurs qualificatifs. Exactement, mais que c'est une arrogance qui est reconnaissable pour un humain. Parce qu'ils se disent, ouais, ok, j'arriverai jamais à faire un truc comme il a fait. Parce que les humains ont aussi une conscience de ce qu'ils ont, du rôle qu'ils ont. Même s'ils voient ça parfois comme du défi, aussi, bien sûr. Et explique aussi que les Asur, donc le nom que se donnent ces elfes venus de l'océan, les Asur, ont un passé très trouble. Déjà avec les nains, où apparemment ils se sont fait la guerre, mais aussi avec leurs propres frères. Il y aurait eu une guerre civile dans les elfes qui les touche encore aujourd'hui, parce que rappelez-vous, ils vivent leur vie à 100%. Même si ça s'est passé des millénaires en arrière. Et on t'explique que les elfes du Nord, déchirés par la guerre en Ultuan, eux, ont plutôt tendance à être des durs à cuire, des pragmatiques et des impitoyables. Ce qui fait que tu as une précision sur les elfes noirs. Mais, pour la présentation d'un impérial, c'est juste un elfe dur à cuire, pragmatique et impitoyable, un elfe du Nord. Donc tu fais, d'accord, mec, toi qui as écrit, quand tu connais l'univers, tu te dis que toi t'as jamais vraiment croisé un elfe noir. Tu l'aurais pas appelé comme l'autre. Mais, encore une fois, c'est une précision comme ça. Plus réaliste. On t'explique que les hauts elfes, vu qu'ils vivent leurs émotions tout le temps, parfois ils peuvent être submergés par leurs émotions, et que le but de toute leur vie, c'est de toujours être dans la discipline. Toujours être ordonné et organisé pour ne jamais se dépasser par des émotions, parce que certains elfes sont morts par leur volonté d'atteindre un point, la perfection dans un objet, la perfection dans une musique, la perfection dans une expression, que ils n'ont jamais réussi à l'atteindre parfaitement comme ils le voulaient, et en sont morts de faim ou de soif. Tu vois. À tel point, les hauts elfes peuvent être intrinsèquement liés à leurs émotions et leurs rituels. Pour vous préciser. Le point de vue des hauts elfes sur les humains. Leurs envies éphémères en font des êtres jaloux et corrompus. Mais lorsqu'ils prennent conscience de l'insignifiance de leurs besoins et de leur peur, et de la peur que nous leur inspirons, ils sont facilement influençables. Et la personne qui te dit ça, c'est un ambassadeur. Je précise, il est ambassadeur de Calédor. Bref, pourquoi le gars est une tête à claque. Le point de vue des hauts elfes sur les nains. Je vous suggère de les éviter. Ils se sont perdus dans le passé, ce qui les empêche de voir le futur. Hochez poliment la tête, acceptez les reproches et partez. Il ne sert à rien de discuter, ils ne changeront jamais d'avis. C'est un matelot. Mais bon, les ambassadeurs, c'est quelque chose, non? Oui, mais c'est ça.
Et encore c'est soft, hein. C'est très soft je trouve. Le point de vue d'un sorcier elfe sur les halflins, je trouve ces joyeuses créatures réellement intéressantes. J'ai vécu dans l'un de leurs groupes familiaux pendant un moment et je les ai trouvés ouverts, accueillants, stimulants et tellement touchants. Mais j'ai dû finalement partir, parce que déjà l'odeur était bien trop présente et ils n'ont aucune compréhension de l'espace personnel, ce qui fait qu'ils ont rapidement perdu tout leur charme. Ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as pas le rapport au temps. Les elfes ont un rapport au temps totalement différent par rapport aux humains. Et tu sais pas combien de temps il est resté au milieu. En fait, c'est les prémices des commentaires YouTube. J'avoue. C'est un elfe ou Gandalf qui parle? C'est un elfe, hein, c'est un elfe. Et enfin, le point de vue des hauts elfes sur les elfes sylvains. Parce que c'est la première fois que tu vas avoir un point de vue entre elfes. Si les Asraï se donnaient la peine de regarder plus loin que leur nez sale, ils pourraient voir ce à quoi nous sommes tous confrontés. Ces isolationnistes idiots qui méritent tout ce qui leur arrive. Je doute que les Éonirs valent guère mieux qu'eux. Là, tu dis... Waouh! C'est le pire des 4 commentaires. Et pourtant, c'est pas eux hein, qui sont en guerre avec les hauts elfes. Et tu fais, attends quoi? Mais c'est quoi ce rapport? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les Éonirs, qu'est-ce que c'est les Éonirs? Eh ben on va y venir. Je me rappelle que ça, c'est censé être des gentils. C'est quoi les Éonirs? On va y venir, parce que voilà, je pense que vous ne connaissiez pas le mot Éonir. Et donc, on va faire la dernière présentation de faction. Eh bien, Sraï, les elfes sylvains. Les elfes sylvains, quand ils sont décrits dans le JDR, ils sont extrêmement rares dans le Reikland. Extrêmement rares. Et en fait, si un jour vous en croisez un, c'est qu'il vient soit d'une caste, soit d'une autre. La caste des Asraï, c'est ceux qui viennent d'Atel Lorraine, la forêt primaire originelle des OL, des elfes sylvains. Les elfes sylvains, on t'explique ça très rapidement dans le lore, et c'est très bien de le préciser. Ce sont d'anciens colons elfes qui sont restés sur le vieux monde pendant la guerre de la barbe, la guerre de la vengeance contre les nains. Et ils ont finalement fondé une autre nation en dehors des coutumes des OL. Donc un peuple elfe à part entière, différent des OL. Voire même, séparés des OL. Si ce sont des Asraï, ils viennent d'Atel Lorraine et ils seront le plus secrets possible. Ils ont les mêmes caractéristiques physiques que les hauts elfes, mais tu sauras jamais rien d'eux. Jamais. Encore pire qu'un haut elfe. Surtout des Asraï. Mais si ce sont des Éonirs, comme ils s'appellent, ce ne sont pas des elfes d'Atel Lorraine, ce sont des elfes d'Orelorn, la forêt elfique qui se trouve... Pardon, j'ai perdu. Je fais la carte. Et où elle est? Hop. La forêt de Lorelorn. Elle est là. Lorelorn Forest. Vous voyez ici. Et cette forêt, Atel Lorraine étant ici. Ici. Voilà. Beaucoup plus grand Atel Lorraine. Atel Lorraine, et donc vraiment cachotier, vraiment secret. Et Lorelorn est déjà un peu plus ouvert. Et en fait, Lorelorn est l'un des... Enfin, les Éonirs sont l'un des peuples elfes sylvains qui essaient de faire des choses plus ouvertes au monde. Même si tu sais pas vraiment pourquoi ils commencent à se mêler aux autres, ils deviennent saltimbanques, ils deviennent musiciens, poètes, des choses comme ça. Enfin, beaucoup d'art, parce qu'ils sont très bons dans l'art et l'agilité, bien sûr. Aussi parfois aux chasseurs. Et ces elfes sont extrêmement énigmatiques pour beaucoup de peuples. C'est vraiment le peuple ultra énigmatique. Il fait vraiment chaotique bon quoi. Il fait ce qu'il veut pour lui. Mais c'est bien ce qu'il veut pour lui. Ou neutre bon si vous voulez. Mais on te précise aussi une petite chose dans la présentation de tout ça. Dans la présentation des elfes sylvains. C'est que un grand campement arrivé dans les forêts de la Reikvald, un grand campement elfique fondé par des Asraï qui sont venus beaucoup plus bourrinisme, beaucoup plus tourné sur tu t'approches, t'es mort, mais tu nous laisses tranquille, on te fera pas de mal. Apparemment, un grand campement s'est installé entre Boganafen et Ubersreik dans les montagnes centrales du Reikland. C'est pour ça que dans mon GDR, il y a très souvent un personnage qui t'apparaît.
très souvent, mais il y a eu des personnages. Et justement, ils se disent, tiens, que font ces elfes énigmatiques en dehors de leur territoire? Et c'est là que tu peux créer énormément de choses. Énormément de choses. Et ça reste très flou. C'est ça que j'aime bien quand le peuple est flou. Ça te laisse envie déjà d'en apprendre plus. Et aussi parce que tu es beaucoup plus libre pour la création. Et donc, le point de vue des elfes sylvains sur les autres factions. Le point de vue sur les humains, étant une voyante elfe sylvaine, une voyante Asrai, donc d'Atel Lorraine, je vois des créatures haineuses, dont le cœur est empli de ténèbres et avec un irrespect total pour l'ordre. Mais cette race est répandue, belliqueuse et surtout facile à manipuler. Étant donné que l'hiver approche, il est peut-être temps de s'en servir. Donc, le point de vue elfe sylvain par rapport aux humains, danger et un outil. Et un outil, voilà, plausible, intéressant. Ils ne sont pas présentés comme des ambassadeurs, ces elfes du Reikland. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Pas vraiment ambassadeurs. C'est plus les hauts elfes, les ambassadeurs. Le point de vue des elfes sylvains sur les nains, sachant que c'est un chevalier elfe sylvain qui le dit, plus borné que le chêne des âges, ils ne comprennent qu'un seul argument, la force. Alors utilisez-la rapidement et de façon décisive. Et gardez à l'esprit, ils reviendront plus tard pour une mesquine rancune. Le point de vue des elfes sylvains sur les hauts elfes, n'approchez pas les Assours. Prétentieux au-delà de tout bon sens, ils sont cyniques, arrogants et certainement perdus pour certains d'entre eux. Et s'ils essaient de vous toiser avec cette supériorité qu'ils affectionnent autant, rappelez-leur que leur reine éternelle, leur mère, en Avelorn, mène une existence en tout point semblable à notre existence. Dans les dents, culture. Et enfin, le dernier point de vue, les elfes sylvains sur les halflins. J'aime bien finir avec les halflins parce que c'est rigolo. J'en ai rencontré un lors de mes voyages. C'est un saltimbanque elfe sylvain qui dit ça. Un saltimbanque de Lorelorn. J'en ai rencontré un lors de mes voyages en Middenland pendant la 9e année de mon cycle. Il parlait beaucoup. Vraiment beaucoup. Quand nous nous sommes quittés près d'une ville qu'il a nommée Delberz, j'ai vu qu'il avait réussi, je ne sais comment, à dérober plusieurs sachets d'herbe de ma ceinture. J'étais impressionné. Alors, je suggère de ne pas leur faire confiance, et la camaraderie et le savoir local qu'ils partagent peuvent valoir la peine. Donc, encore une fois, le seul peuple qui est respecté, méfié mais respecté par les elfes sylvains, encore une fois, c'est les elfes. Et moi ça, j'adore. Et donc, mes amis, je pense avoir fait un bon premier pas dans la présentation du lore du jeu de rôle que peut nous amener Games Workshop et Warhammer Fantasy Battle. C'est tellement bon, ces commentaires fluff, ça me rappelle un peu à la fin des vieux codex, il y avait des raisons valables de se mettre sur la tronche. Exactement. Respect, c'est beaucoup dire. Oui, mais il est quand même présent, quoi. Quand une armée halflin pour The Old World. Donc, si vous voulez qu'on conclue avec un tout petit peu de jeu de rôle pur et dur, je vais vous laisser, vous là, de l'autre côté de votre écran, soit dans le chat en direct, soit vous devant la vidéo YouTube, de prendre un dé 100. Ah, de prendre un dé 100. Donc un dé 100, c'est 2d10, vous prenez une dizaine et une unité. Ou si vous ne l'avez pas, il y a des applications qui se font. Ou alors sur le Discord, vous claquez et vous tapez exclamation dé 100. Merci Lord Gardakan pour les 2 subs offerts, merci beaucoup. Sur le Discord de la communauté. Et vous m'annoncez la faction que vous voulez jouer et le chiffre que vous avez fait. Et en fait, la page suivante, ça devient la classe du peuple que vous avez choisi. C'est-à-dire que chaque peuple, vous avez vu, les 5 peuples jouables dans le jeu de rôle, ont un choix de classe, donc de métier, juste après. Et si vous me dites, là, au hasard, la faction que vous auriez voulu jouer et le descent que vous avez obtenu, ben je vous donne en quelques secondes le métier que vous aurez eu. Parce que le prochain stream, jeudi soir, qu'on fait,
ou vidéo qui sortira, hein, ça sera les métiers dans Warhammer. Humain 37 pour passion. Humain 37, t'aurais été coché, par exemple. Non, vous tapez pas dans ce chat-là, c'est dans notre Discord. Oelf 03, t'aurais été un artisan Souls. Nain 82, t'aurais été naufrageur, t'aurais été un pirate. Génial, quand. Nain 4, Nain 4, t'aurais été artisan aussi. Elfe Sylvain 45, t'aurais été soldat. Oh, grosse classe. Humain 23, t'aurais été serviteur. Humain 47, t'aurais été érudit. Oh, incroyable. Merci Yuri Garonne, merci beaucoup pour le 3e mois de ça, merci beaucoup. Humain, homme 100. Eh ben, si t'étais homme 100, t'aurais été un pauvre villageois. Nain 100, pareil, t'aurais été un villageois. Long Drunk Silver Be Like, exactement. Elfe Noir 99. Il n'y a pas Elfe Noir, désolé, vous pouvez pas jouer les méchants. Il faut les jouer en tant que maître du jeu. Nain 74, t'aurais été batelier. Voilà. Vous avez plusieurs classes différentes et des carrières différentes. Les classes étant citadin, courtisan, guerrier, itinérant, lettré, riverain, roublard et ruraux. Hein? Quelle faction tu veux jouer? Nain 11? Humain 11? Ma femme a mis humain 11 et elle serait milicienne. Voilà, par exemple. Donc voilà. Ça, c'était le petit kiff de fin de... voilà, ça peut vous donner... Alflin 99. Ah, pareil, t'es villageois. C'est en gros, t'as aucun bonus. Donc, mes amis, cette première soirée s'arrête là. Et si vous en voulez plus, mettez-le moi en commentaire sur YouTube. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, si jamais, hein, sur YouTube. Le Tipeee et les partenaires, bien sûr, pour le soutien, c'est dans la description de la vidéo. Et pour vous, sur Twitch ou sur YouTube, on se retrouvera donc les jeudis soirs, tout le temps à 20 h sur Twitch, ou alors en rediffusion plus tard sur YouTube. Merci